Les potages sont aussi divers que les jours de l'année. Certains sont clairs et limpides, d'autres plus épais. Salut l'élite, c'est Adrien Plaine, vous êtes sur la chaîne Écran d'arrêt, et aujourd'hui on va parler cuisine, car avec la Traviata et Sacha Gray, la bouffe est une des plus belles choses au monde. Cuisine et cinéma font bon ménage. C'est un univers fascinant, donnant lieu à des interactions humaines complexes. De la cuisine au beurre à Ratatouille, en passant par Le Festin de Babette, la cuisine inspire et remplit. L'émission Blow Up y a dédié un épisode. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un objet audiovisuel peu valorisé et analysé malgré son succès, l'émission culinaire. Alors salut mes foodies, aujourd'hui recette très simple, tout le monde peut le faire, c'est un de mes plats préférés, c'est très savoureux, ce sont les œufs brouillés. Alors ce qu'il vous faut c'est de bons ingrédients, il vous faut un œuf fermier vraiment très frais, pour vérifier que ce soit bien frais, moi je le goûte. Nice. Alors ce qu'il faut pour casser l'œuf c'est un petit coup sec, vraiment faut pas hésiter. C'est pas grave s'il y a des coquilles. Des émissions de cuisine, c'est facile à produire et ça captive une audience facilement. Vous en connaissez des masses et de formes variées. Les leçons de cuisine à l'ancienne, les compétitions ou les téléréalités choc. Elles ont une chose en commun, elles tournent autour d'une personnalité qui transcende la recette et donne tout son sel au programme. Joël Robuchon, Jean-Luc Petit-Renaud ou bien Jean-Pierre Coff. Parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Les émissions de cuisine sont aussi vieilles que les médias. Dans les années 1920 en France, Édouard de Pomian anime une émission radio culinaire. Et dans l'après-guerre, le concept est adapté à la télévision un peu partout dans le monde. J'ai pu échanger avec Olivier Roger, qui a publié une étude sur l'histoire des émissions de cuisine française à la télévision. Le format des émissions évolue en même temps que toute la télévision, et c'est-à-dire qu'à travers l'évolution des formats des émissions de cuisine, on peut retracer des évolutions qui ont eu cours dans tous les genres de programmes. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'adaptations de programmes étrangers, par exemple, et en même temps, dans les émissions de cuisine, on peut lire aussi l'évolution des pratiques culinaires et alimentaires des Français, puisqu'évidemment, on ne cuisinait pas la même chose dans les années 50 et dans les années 2000, par exemple. Ça commence au Royaume-Uni en 1946 avec Cookery, animé par Philippe Arben, puis I Love to Eat aux États-Unis avec James Bird. Il faut attendre 1954 en France pour voir cuisiner à la télévision. Il s'agit de l'émission de Raymond Oliver, Art et magie de la cuisine, qui fait honneur à notre gastronomie subtile et raffinée. C'est du rhum qui rentre comme parfum principal, voyez-vous, j'en mets. On peut grouper ces premiers programmes dans la case des prémices aux émissions culinaires, inventant les codes textuels et visuels qui seront lissés et reproduits par la suite. Un chef est nécessaire, certes, mais que le bonhomme fasse preuve de bonhomie, qu'il ou elle nous paraisse sympathique, touchant, patient et attachant. Alors pour avoir des bons œufs brouillés, ce qu'il faut c'est bien gratter, faut que ça se décolle, toutes les saveurs de la poêle vont venir dans les œufs. Moi ce que je fais de toute façon c'est que je lave pas mes poêles d'un plat sur l'autre parce que ça permet de conserver les saveurs quoi. Donc on va laisser comme ça pendant une bonne petite dizaine de minutes. En 1963, Julia Child devient la coqueluche des Américains avec son émission hebdomadaire The French Chef. Bon appétit. Cette femme joviale et dotée d'une vraie personnalité appuie sur l'aspect familial et simple de la cuisine. Elle est d'ailleurs caractérisée plus comme une maman attachante que comme une vraie chef professionnelle, rôle campé par les hommes. Aux hommes est réservée la pratique professionnelle de la cuisine, et donc l'homme incarne la figure de l'expert et du chef. Donc là, ça va de Raymond Oliver, le premier dans les années 50 et 60, et ça va ensuite jusqu'à Joël Robuchon, par exemple, dans les années 2000. Donc l'homme est toujours dans une posture d'autorité, on va dire, alors que le rôle féminin est celui en fait de la cuisine ménagère, qui est la cuisine qu'on fait à la maison. Le film de 2009 de Nora Ephron, Julie et Julia, caste Meryl Streep en Julia Child parfaite, solaire, positive, même si elle glousse un peu trop. La cuisine est présentée comme la zone de confort, d'épanouissement personnel, la recette réussie étant un accomplissement. Et cette ambiance joviale caractérise les émissions culinaires classiques de Julia Child à la fin du XXe siècle. Et Cocorico en France, on a le même modèle de la mama avec Maïté dans la cuisine des mousquetaires. En plus de la touche du sud-ouest, Maïté a la particularité d'être une femme entière, dans tous les sens, et qui, comme Julia Child, n'était pas une professionnelle de la cuisine à l'origine. Elle s'est faite sur le tas, mais pas seulement parce qu'elle a fait du rugby. Elle donne une touche non conventionnelle, parfois comique. Oh, viens là, ma chérie. Tu n'auras pas ma peau.
Alors c'est rien. Et l'époque moderne, c'est le moment où on passe du cuisinier sympa au cuisinier qui gueule. De la farine! Et je parle de plus en plus fort! C'est un certain visage de la cuisine qui transparaît, celui du professionnalisme, de l'attention, de l'exigence, il faut bien le dire, un peu macho. En 1989, un programme anglais présente le bad boy de la haute cuisine londonienne, Marco Pierre White, qui se fait un plaisir de forger son personnage, renfrogné, solitaire, l'artiste au tablier, sans sommeil. Et parfois, un affreux connard qui crie. Car c'est aussi ça le monde de la cuisine, du bruit et des larmes. Et dans le fond, un jeune Gordon Ramsay qui prendra exemple. Puis Gordon Ramsay adapte le principe pour ses émissions, qui ont un succès fou. Immersion en cuisine, on va dans les restos pour dire aux gens comment faire, ou on monte des compètes pour foutre la pression aux petits jeunes. Un modèle de télé-réalité assez scénarisé, que je trouve assez abject, et dont les Français raffolent avec notre fameux Philippe Etchebest. Et ça va pas! Attendez, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, c'est bien cuit. Bonne couleur. Donc, régalez-vous. Je vous dis à bientôt mes foodies. De sucre. On aurait tort de résumer notre époque à ses programmes, puisque la cuisine offre une liberté de montage et de mise en scène. Le voyage culinaire permet par exemple de dépayser le spectateur, de lui faire découvrir le pays, les gens et la boustifaille. Fourchette et sac à dos, avec Julie Andrieux, adopte les codes du documentaire, rentrant dans la vie des populations, la nourriture étant le fil conducteur. Puis aussi l'émission du Gros GG, qui fait son clown entre deux plans sur des cochons, c'est un prétexte pour faire du fanservice. La cuisine offre cette liberté dans le traitement générique, et les choix de mise en scène sont révélateurs des tendances de notre époque. Et ce qui est passionnant aussi dans la télévision, c'est que c'est à la fois le reflet et puis c'est aussi l'acteur de la société de son époque. C'est une capacité de toucher la population qui est absolument, qui n'a pas de précédent, quoi. Donc c'est aussi quelque chose qui véhicule des normes et qui peut changer des mentalités et des représentations. Donc. Les nouvelles plateformes transforment les programmes. Netflix produit par exemple Chef's Table, qui présente la grande cuisine comme une œuvre d'art, sans le barouf de la télé-réalité. Et un programme m'intéresse particulièrement, Bon Appétit. Bon Appétit est un magazine de cuisine américain publié depuis 70 ans et qui lance sa chaîne YouTube en 2012. Le tout est détenu par Condé Nast, un des plus importants groupes d'édition au monde, ayant notamment créé Vogue et Vanity Fair. Il détient de nombreuses revues, souvent classées dans le top 100 des plus vendues dans le monde, dont Glamour en France, GQ et bien sûr Bon Appétit, qui vend 1,5 million d'exemplaires par mois. Jusqu'à il y a 6 mois, cette chaîne de cuisine était une des plus productives et des plus populaires d'Internet, résultat d'une habile combinaison de personnalités attachantes, d'un montage fun et de la construction d'un univers sitcom. Même si les cuisiniers sont de vrais professionnels, on regarde moins leurs programmes pour leurs recettes que pour les à côté. Avoir un spectacle divertissant qui se construit avec le temps comme une série télé. Ce qui distingue le programme des émissions précédemment mentionnées, c'est d'abord qu'il est diffusé sur Internet et qu'il en embrasse les codes. Internet, vous savez, ce grand bassin fangeux où des débiles sous testostérone et Jacda vous font des burgers de la taille d'un homme, où vous avez des tutos à base de j'éclate des œufs partout et je balance de la viande crue. Et aussi des gars du sud qui vivent dans le Gange et vous préparent la bouillie qui nourrit avec de la pâtée pour chien. C'est un peu râpeux. Hein. Le goût de la nourriture pour chien fait surface une fois qu'on mâche en fait. Eh bien, ces inspirations éparses et cet humour absurde sont canalisés et servent de code à Bon Appétit. Premier point, l'aspect improvisé, bricolé de la création. Les vidéos prennent un aspect amateur où les imprévus sont intégrés au contenu. Même en ayant plusieurs techniciens professionnels, la chaîne se calque sur le modèle des vidéastes amateurs. Prenez Linguisticae, qui laisse son chat dans le montage final. Il tourne chez lui, veut une proximité avec ses spectateurs et conserve les à côté du tournage pour leur potentiel comique. C'est à l'opposé du professionnalisme des programmes classiques. Regardez par exemple comment Paul Bocuse réagit quand un stagiaire claque une porte dans le fond pendant son émission. Puisqu'on trouve de la brioche surgelée, qui est de bonne qualité, mais... Sur cet aspect technique, on peut ajouter l'importance du montage, avec des incrustations, l'ajout de notes ou de sons ironiques, comme un dialogue du technicien avec le cuisinier lui-même. Tout est fait pour paraître improvisé, comme réalisé dans le feu de l'action collective. Vous écoutez Brad Leon vous parler de fermentation. Il fait le zozo, puis intervient son copain qui goûte, donne son avis et ça discute. Le vidéaste Jack Saint analyse ce format développé par Condé Nast. Dans des programmes comme Wired et Picurious, il parle de personability, le fait de miser sur la personnalité, de rendre humain le programme.
Le show met en relief les liens d'amitié de cette communauté, où chacun a sa place et son rôle. L'experte en pâtisserie, le bout-en-train amateur de fermentation, le mec cool, l'italienne, la maman latino, le mec exigeant et raffiné, etc. L'exemple parfait de cette mise en scène sitcom est la série sur le repas de Thanksgiving. Toute la troupe se réunit pour créer le dîner parfait, se répartissant les tâches. Au total, c'est 4h30 sur 8 amis qui discutent, s'amusent et éventuellement cuisinent ensemble. C'est Friends, quoi. Et la magie de ces programmes, c'est qu'on y croit. Il s'agit de vraies personnes, à qui on donne peu d'indications. Alors certes, ils se prennent au jeu et la caméra ne laisse jamais indifférent. Mais ce sont au départ que de simples cuisiniers, qui n'étaient pas préparés à devenir des stars du web, sur qui certaines personnes ont écrit des fanfictions. Cette manipulation a été construite au fil des années par des marketeurs analysant le marché du web et les réponses positives des spectateurs. Mais tout ceci ne fonctionne que parce que les monteurs sont talentueux et arrangent intelligemment le tout en un produit dynamique et faussement amateuriste. Les prises sont prolongées, les bêtises ne font pas l'objet de bêtisiers mais sont inclus dans l'émission. C'est même ce qui est recherché, voire forcé. Puis, 20 juin 2020, et la baraque se casse la gueule. En période de manifestation Black Lives Matter, une photo du rédacteur en chef de Bon Appétit, en blackface, refait surface, mettant le feu aux poudres. Plusieurs cuisiniers et rédacteurs dénoncent un racisme, au mieux involontaire, au pire systémique. Les micro-agressions sont monnaie courante à Condé Nast, et les minorités raciales avouent publiquement être sous-payées, reléguées aux tâches subalternes ou aux recettes exotiques, ce qui a des relents d'orientalisme et de néocolonialisme. Et c'est l'effet domino. Les cuisiniers les plus renommés quittent la plateforme et le vernis qui couvrait cet univers se craquelle. Avant même le drame, on peut se douter de l'aspect néfaste de la mise en scène de Bon Appétit. Le programme doit être fun et impose donc une émotion naturelle et spontanée dans le cadre professionnel, contraint par une multinationale. Aimer son travail, qui plus est devant une caméra, c'est le néo-capitalisme dans sa forme extrême. Comme Bon Appétit l'a tweeté, la nourriture a toujours été politique. Et comme tout film aussi est politique, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il n'est pas, les émissions culinaires posent des questions de représentation. En France, il y a dans la cuisine qui est représentée, notamment à la télévision, la diversité est extrêmement faible. Cette exigence de représentation de la diversité s'applique aussi à la cuisine. La cuisine est un domaine important de la vie sociale, mais qui est encore trop peu étudié. Pourtant, elle peut nous en apprendre sur notre époque, que ce soit par sa représentation à l'écran ou par les interactions humaines qu'elle implique. Quoi qu'il en soit, cuisiner, c'est bon pour le moral et pour votre santé. Et ce qu'il est aussi, c'est de vous abonner à ma chaîne et de me filer un pourboire sur Tipeee. Bonne semaine à vous, à bientôt sur la chaîne Écran d'Arrêt et bon appétit!